Bonjour et bienvenue dans votre magazine Éco-Débat, votre rendez-vous hebdomadaire sur Médien TV pour mieux comprendre les sujets de l'heure de l'économie africaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la contribution économique de la diaspora africaine. Ils sont plus de 50 millions à travers le monde et envoient à leurs proches restés au pays plus de 95 milliards de dollars par an, des transferts d'argent annuels qui dépassent même l'aide au développement et qui jouent un rôle économique et social vital pour des centaines de millions de personnes. Mais au-delà d'entretenir leur famille et d'investir surtout dans l'immobilier, comment les expatriés africains peuvent-ils renforcer leur empreinte dans le développement de notre continent? Comment peuvent-ils devenir des investisseurs de premier plan à travers notamment les diaspora bonds? Nous allons parler donc de tout cela avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Makane Doucouré. Il est chef d'entreprise et président de l'Association des lauréats étrangers du Maroc. Makane Doucouré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Baldé, de m'avoir invité, de partager cette contribution et surtout de partager le plateau avec ces éminentes personnalités spécialistes de la diaspora. Bien évidemment, et c'est le cas de Hassan Taleb, notre confrère et journaliste spécialisé sur les questions migratoires. Si Hassan, bienvenue dans Éco-Débat. Merci beaucoup, cher Omar. Moi aussi, je tiens à remercier d'abord la chaîne Médien pour l'invitation, ainsi que l'équipe de Éco-Débat. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Notre troisième invité, lui, est en duplex avec nous depuis Cotonou, au Bénin. Il s'agit de Idriss Lindié. Idriss Lindié est directeur des rédactions de Média Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Bonjour à vous, Idriss, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Média TV. Alors, Idriss, on va pas vous lâcher, on va commencer par vous. En tant que quelqu'un qui aime les chiffres, les chiffres que vous, je ne dirais pas que vous manipulez en tout cas, mais que vous traitez quotidiennement et en continu sur l'agence panafricaine Ecofin. Idriss, rapidement, dressez-nous un portrait de la contribution, ou parlez-nous plutôt de la contribution économique et financière de la diaspora africaine dans les économies africaines. Alors, Omar Baldé, on ne peut parler que des chiffres qui sont officiellement recensés, notamment et compilés par la Banque mondiale. Nous sommes autour de 105 milliards de dollars en 2025. Ça peut paraître comme étant un chiffre assez important, mais il faut comparer cela avec le PIB, le produit intérieur brut de l'Afrique, qui est autour de 2800 milliards de dollars. Donc, voilà pour les chiffres de la diaspora. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que cette contribution est inégale selon les pays. Le Nigeria, l'Égypte et des pays comme le Maroc et étonnamment l'Afrique du Sud et le Kenya sont ceux qui profitent le plus, alors que pour le reste, on doit se partager des petits montants. C'est le cas du Cameroun où on n'a que 630 millions de dollars. En tout cas, vous nous dressez un excellent tableau. On retiendra donc ces chiffres jusqu'à 105 milliards de dollars, mais aussi donc le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, entre autres, qui se partagent, comme vous le dites, le morceau. Alors, le Maroc, justement, c'est un exemple dans ce sens. Au Maroc, on compte environ 5 millions de ce que l'on appelle ici les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Alors justement, quelqu'un qui suit bien cette question-là, c'est vous, Hassan Ben Taleb. Mettons le focus sur le plan économique. Aujourd'hui, quelle contribution économique pour ces MRE dans le développement du Maroc? Bon, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est la place et l'importance des MRE dans l'économie du Maroc. Et cette place et cette importance-là ne datent pas que d'aujourd'hui, et datent des années d'euros. Il faut rappeler aussi que la migration économique de la main-d'œuvre marocaine s'inscrit dans la longue durée, c'est-à-dire depuis les années 1920 du XXe siècle. Il y a beaucoup de Marocains qui sont partis vers l'Europe, qui ont été recrutés en tant que main-d'œuvre étrangère. Et cette main-d'œuvre étrangère a toujours gardé les liens avec son pays, le Maroc.
l'étape de Covid-19 a été l'étape où cette contribution, où on a pris conscience, c'est pas on a déjà pris conscience de cette, mais pour la population, on a plus senti l'impact et le poids de cette contribution-là des Marocains, de la diaspora marocaine à l'économie marocaine. Et cette contribution-là, on la voit déjà dans beaucoup de domaines. Par exemple, au niveau des devises, au niveau de balance de paiement, au niveau de certains secteurs comme logement, éducation, via les aides que les diasporas envoyaient vers leur famille d'origine. Justement, en parlant de ces montants, en 2004, on était à environ 117 milliards de dirhams qui ont été envoyés par les Émirats marocains. Et ce montant devrait être battu au terme des chiffres de 2025. Donc, nous attendons bien évidemment de recevoir dans certainement les jours à venir. Alors, cela dit, vous, Makan Doucouré, je rappelle que vous êtes le président de l'association des ressortissants, ou plutôt des lauréats étrangers au Maroc. Cette diaspora qui a étudié ici et qui est retournée aujourd'hui, que devient-elle de façon générale? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question pertinente, il est très important d'abord de faire un état de lieu de cette diaspora africaine ici au Maroc, et ceux qui sont restés et ceux qui sont repartis dans leur pays d'origine. Comme vous le savez tous, le Maroc a accordé cette possibilité à cette diaspora d'être bien formée. Donc, je dirais qu'il y a une diaspora africaine qui est une population migrante pour des raisons économiques, et il y a de ceux qui viennent pour des raisons, on va dire, forcées. Pour des raisons économiques, il y a ces lauréats qui ont étudié ici, qui investissent beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat, au-delà du côté d'intégrer l'insertion socio-professionnelle de ces lauréats dans les entreprises marocaines. Mais cette frange de la diaspora qui a été bien formée, qui est dans le domaine des NTIC, qui essaye de résoudre des équations entrepreneuriales par rapport à l'économie marocaine, c'est une diaspora qui contribue, qui effectivement, qui devient, on va dire, des acteurs majeurs pour le développement, déjà, le renforcement des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays subsahariens, en mettant en place des chaînes de valeur, que ce soit dans le domaine logistique, mais aussi dans le domaine, on va dire, des NTIC. Mais je dirais également, il y a une autre frange de cette diaspora africaine formée au Maroc qui sont repartis dans les pays d'origine. Eux aussi, ils essayent de mettre en place des politiques, de benchmarker le Maroc pour essayer de permettre également à nos économies de bénéficier de ce savoir-faire qu'ils ont acquis ici au Maroc. Donc je dirais, c'est une diaspora qui est contributrice, bien sûr, d'une valeur réelle en termes d'économie, déjà dans le tissu économique et social, au niveau des petites et moyennes entreprises, dans l'auto-entrepreneuriat, dans le domaine, bien sûr, des investissements liés à l'immobilier, des investissements liés également à tout ce qui concerne les NTIC. En tout cas, c'est dire que c'est une répartition sectorielle extrêmement vaste. D'ailleurs, quand aujourd'hui on parle de la nécessité de mieux valoriser cette contribution de la diaspora africaine, on parle de cette nécessité donc d'élargir. Tout à l'heure, il y a Hassan Bentaleb qui parlait de ses investissements dans l'immobilier. Donc là, il est question d'élargir davantage donc, cette contribution. Alors, je reste avec vous, Hassan Bentaleb, et je rappelle juste que, comme le disait tout à l'heure, à l'instant, Makan Doucouré, la communauté subsaharienne basée au Maroc est comptabilisée comme une diaspora africaine en Afrique. Et je pense que cela a le mérite aussi d'être souligné. Alors, Hassan Bentaleb, quand on voit de façon générale, vous avez cité ces secteurs-là tout à l'heure, au-delà de ces investissements dans ces secteurs, en termes de transfert de connaissances et de compétences, mais aussi en termes
disons, on parle souvent de la fuite des cerveaux hein, quand on fait de l'immigration. Est-ce que le Maroc a réussi à profiter de ce retour de ces cerveaux pour propulser certains secteurs économiques? Concernant ce que je viens de dire, c'est-à-dire la migration des compétences, on peut dire le Maroc aujourd'hui il est dans une situation un peu contradictoire. Il est à la fois exportateur de la main-d'œuvre qualifiée, je parle des ingénieurs, je parle des chefs d'entreprise, parce qu'on oublie souvent que la migration économique, ce n'est pas que sud-nord, mais il y a aussi nord-sud. Et du coup, il y a plusieurs nationalités qui vivent ici au Maroc, qui travaillent, qui produisent. Donc le Maroc est devenu en quelque sorte un hub pour attirer ces compétences qualifiées étrangères. Et en même temps, on a le problème, c'est que le Maroc devient une destination de départ de beaucoup des compétences dans l'ingénierie, dans la médecine, et ainsi de suite. Et cela a créé une sorte de tension, c'est-à-dire dans un pays qui est émergent, qui se cherche encore à une économie forte et solide, et ces compétences-là. Mais j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse, parce que est-ce qu'on va parler de fuite des cerveaux, on va parler de mobilité de compétences. Parce que ça dépend de point de vue de chacun de nous. C'est-à-dire quand les gens, un médecin qui cherche d'autres perspectives, qui cherche à améliorer sa situation, est-ce qu'on va qualifier ça de mobilité ou plutôt un... D'ailleurs, même la définition des compétences pose problème. C'est qui a une compétence? Pour les gens qui n'ont pas parti, qui sont restés ici au Maroc, les diplômés et tout ça, ils ne sont pas des compétences. Et ces gens-là qui sont partis vers l'Europe ou les États-Unis, qui sont devenus des compétences, à quel moment ils deviennent des compétences? Ça, c'est aussi des questions. Donc, on est dans un terrain miné un peu au niveau des définitions, et ça empêche de voir les choses clairement. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que la situation reste confuse, d'autant qu'on n'a pas des chiffres et des statistiques clairs sur la situation, pour dire, voilà, est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif. Jusqu'à aujourd'hui, les travaux scientifiques dans le domaine académique, on se focalise trop sur la migration subsaharienne et les autres formes de migration, alors que même aujourd'hui, dans l'agenda européen, on se focalise trop sur les compétences et la migration de retour. Mais ces deux formes-là de migration sont encadrées par une certaine vision européenne. C'est pas. Donc, en fait, à vous comprendre, il faut revenir à la base et peut-être toucher les problématiques liées à la définition. À la définition des concepts. Oui, c'est très important. C'est ça. Alors, j'aimerais me tourner vers Idriss Lindié. Idriss Lindié, aujourd'hui, si on avait à avoir un peu le profil économique des migrants, ou plutôt de la diaspora africaine au plan mondial. Il est vrai que quand on part au FMI, partout où vous allez, vous trouvez que, ou même dans les plus grosses sociétés de la high-tech américaine, vous trouvez tout le temps des cerveaux africains. Aujourd'hui, comment cartographier cette présence sur le plan de la contribution en termes d'idées novatrices et en termes de création, de business et d'ingéniosité? Alors. Écoute Thomas, je pense que c'est plusieurs choses en même temps. Je crois qu'on ne peut pas faire une espèce de mélange. Il y a aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle d'un produit comme d'un pays comme le Maroc et d'autres pays de la zone maghrébine comme l'Algérie ou encore la Tunisie, il y a une forte présence en Europe, mais qui a une explication historique à l'origine. Ces Marocains étaient déjà compétents, ça on ne le dit pas assez. Ce sont ces Marocains qui ont reconstruit l'Europe d'après-guerre. Et malheureusement, quand l'Europe s'est reconstruite et qu'elle a commencé à générer de la vraie richesse, on a commencé à assister à des plafonds de verre.
Mais justement, ces personnes ne sont pas restées dans une espèce de mutisme ou alors de paresse. Elles ont développé d'autres talents. Et effectivement, pour ce qui est le cas, par exemple, du Maroc, qui a une vraie stratégie de gestion de sa diaspora extérieure. C'est ce qu'il faut noter. Et c'est ce que l'Afrique doit apprendre du Maroc. C'est que le Maroc a une stratégie de gestion et de rentabilisation de sa diaspora extérieure. Ça fait donc que dans les autres pays, on retrouve les mêmes schémas où des personnes ont voyagé pour diverses raisons, mais très souvent des raisons professionnelles. On fait des enfants dans ces pays, que ce soit l'Europe ou alors les États-Unis. Ces enfants ont grandi là-bas, constituent toujours la diaspora africaine, mais en réalité n'est pas totalement intégré à leur pays d'origine, si ce n'est par les attentes financières des familles qu'on peut avoir à leur égard. Donc oui, c'est un domaine d'évaluation extrêmement intéressant et je pense que si aux yeux du grand public, on n'est pas très informé de ce qui se passe, notamment dans un pays comme le Maroc, il faut savoir que le Maroc est l'un des rares pays qui a su mettre une stratégie qui n'est pas très loin de la stratégie chinoise en termes de gestion des diasporas et qui permet aujourd'hui que les transferts de la diaspora, estimés à près de 7,4 milliards de dollars en 2024, aient représenté l'équivalent de 8,1% du PIB marocain et que, à cela aussi, il y a une grosse contribution à l'économie de consommation et du développement immobilier. Justement, en parlant d'immobilier, on le voyait donc sur ces images, hein, on voit la ville d'Abidjan qui défilait parce que ce ne sont pas des images anodines, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est quasi synonyme d'investissement pour les membres de la diaspora. À chaque fois qu'on pense à ceux qui sont dans la diaspora, on pense à l'investissement immobilier. Alors, Makan Doucouré, vous observez tout cela, vous parcourez le continent. Comment sentez-vous cet investissement de la diaspora se matérialiser dans les pays que vous visitez tout le temps, dans les pays du continent, bien évidemment? Oui, cet apport se matérialise, je dirais, beaucoup plus dans les transferts d'abord d'argent qui permettent au tissu social composé des familles pour permettre à ce qu'ils mettent en place des projets structurants. Je dirais également cet investissement de la diaspora, je vois ça beaucoup plus pour les lauréats qui ont étudié ici au Maroc. Quand ils rentrent, ils occupent des postes de responsabilité qui leur permettent bien sûr de benchmarker ce qui se passe par rapport au MRE ici au Maroc pour que ça soit un modèle, un véritable modèle d'intégration un peu de cette diaspora. Il y a aussi, on va dire, ça c'est pas quantifiable en termes bien sûr d'argent, mais c'est beaucoup plus l'apport culturel qu'ils ont acquis dans ces pays développés ou bien dans le monde. Quand ça drive vers les pays d'origine, ça permet au moins de mettre en place des projets très structurants pour l'économie sociale. Comme vous le savez, l'Afrique également est dominée par les PME, PMI. Donc, il y a beaucoup qui reviennent également en investissant dans ces PME, PMI pour permettre à ce que qu'il y ait l'auto-emploi, qu'il y ait beaucoup. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment quantifiables avec les chiffres officiels que les spécialistes donnent. Il y a aussi d'autres investissements liés, je dirais, beaucoup plus à l'économie, entre guillemets, informelle, qui permettent à ce que ça permette de mettre en place les incubateurs, les start-up qui vont driver les futures, on va dire, chaînes de valeur basées sur la transformation des matières premières en Afrique. Donc, c'est toute cette contribution que je vois avec les lauréats, voilà, qui sont repartis aujourd'hui, qui occupent des postes qui leur permettent, on va dire, de mettre en place. Donc, j'exhorterai également à toute cette diaspora formée ici au Maroc qui est restée, de capitaliser sur ce potentiel que le Maroc a, la gouvernance
comment le pays a mis en place cette stratégie-là pour permettre à ce qu'il y ait un retour favorable de cette diaspora MRE, que nous aussi, on peut calquer comme modèle pour permettre à nos pays d'être vraiment... Je vois aussi, avec les politiques publiques, presque dans tous les pays, nous avons aussi le ministère des Affaires étrangères qui s'est transformé aussi en ministère de la diaspora pour élargir un peu, pour que ça soit des problématiques vraiment intégrantes dans nos politiques publiques et surtout dans nos PND, les plans nationaux de développement. En tout cas, c'est intéressant. Alors, Hassan Ben Taleb, on a vu, Makan Doucouré vient de nous citer plusieurs secteurs dans lesquels ces diasporas-là ont investi. Quand on prend aujourd'hui le cas du Maroc, comment on peut voir de façon palpable, au-delà de l'immobilier, quels sont, sur la base de ces progrès qui ont été faits par le Maroc durant ces dernières décennies, à quel niveau on peut voir la touche des MRE en tant que contribution économique? À vrai dire, la vraie contribution des MRE au niveau du Maroc, ça se voit dans les zones éloignées, dans les campagnes et les zones éloignées. Ça, on voit vraiment, c'est des résultats palpables. Je prends la région du Sud, surtout la région Agadir-Tiznit, là où il y a une grande communauté marocaine résidant à l'étranger, qui fait des transferts. Et c'est grâce à ces transferts-là... Des transferts d'argent. Transferts d'argent. Et c'est grâce à ces transferts d'argent qu'on a pu construire des routes, construire des écoles, construire des cimetières, procurer, avoir des écoles, des bus pour transporter les filles de la campagne vers les... Oui, sincèrement, il y a toute la contribution est palpable. Mais à un certain niveau, cette contribution-là est sujet de débat parce que tous les rapports qui ont été faits sur cette contribution-là montrent que leur impact reste limité. C'est-à-dire que le diaspora n'investit pas dans les valeurs, dans les secteurs à grande valeur ajoutée. Et c'est pas moi qui dis ça. Il y a d'ailleurs un très bon rapport de HCP, la Haut Commissariat au plan, qui dit noir sur blanc que l'apport de diaspora reste assez limité, puisque la plupart du temps, on assiste, les gens veulent investir dans des domaines sûrs. Comme il vient de dire, dans l'immobilier, dans les cafés, dans les restaurants, dans ce qu'on voit maintenant comme Wafakash et autres, de transfert d'argent. Ça, en grande partie, ils font partie des investissements de diaspora. Mais à vrai dire, la contribution, si on veut vraiment voir cette contribution-là, c'est dans les zones pauvres, ce sont dans les zones éloignées où ils font de bons travail. Oui. Donc en fait, là, on sort du cadre, disons, sectoriel, mais on est dans l'économie sociale et solidaire. C'est ça, c'est plutôt ça. Voilà, c'est l'impact économique et social est visible. Oui. Parce que quand on pose la question pourquoi les gens n'investissent pas dans les secteurs à valeur ajoutée, comme il a souligné Idriss tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des stratégies. Mais la mise en application de ces stratégies se conforte à certains obstacles administratifs, bureaucratiques, plein de mentalités aussi. Et ça fait que beaucoup de gens, membres de la diaspora préfèrent soit investir dans leur pays d'accueil, ou soit de faire l'épargne ici seulement, de ne pas investir, mais d'investir avec une petite somme qui ne va pas... Amoindrir les risques, disons. Oui, c'est ça. Une manière Alors, Idriss Lindje, on sait que par exemple, ici au Maroc, il y a la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui a une 13e commission qu'elle appelle la commission des MRE, qui est des Marocains du monde, qui est destinée à faciliter les investissements pour ces Marocains de l'étranger. Alors, vous connaissez très bien le continent. Voyez-vous des exemples similaires sur le continent, mais surtout, selon vous, quel secteur cette diaspora-là doit investir aujourd'hui?
Je pense, Omar, qu'il y a l'exemple du Cameroun, hein, où ils ont mis aujourd'hui un cadre d'accueil des investisseurs de la diaspora. C'est aussi une personne qui était diasporée, qui est revenue au Cameroun et qui aujourd'hui travaille avec les autorités pour mettre un cadre qui permettra à cette diaspora de revenir. Je pense qu'il faut aussi saluer la sortie récente du Premier ministre Sonko au Sénégal, qui est allé rencontrer la totalité des diasporas sénégalaises en Italie pour leur demander de contribuer au financement de leur plan de développement à travers les diaspora bonds qui ont été largement suivis. Mais je pense fondamentalement que pour que des États puissent réussir ces politiques de captation des ressources de la diaspora, il y a deux choses fondamentales. Soit on a une situation politique où les populations ont une allégeance légitime vis-à-vis des dirigeants. Je crois que le Maroc a cette chance grâce notamment à l'influence positive du roi Mohamed VI qui aujourd'hui a su mettre dans la tête des Marocains que le Maroc, c'est leur pays et que le Maroc, c'est l'endroit où ils devraient venir investir en termes de développement. Et lui aussi, il a développé le Maroc avec l'ensemble des ressources du pays. C'est quelque chose qu'on peut voir, nous, quand on arrive au Maroc. Par contre, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, on a parfois l'impression que les gouvernants, une fois qu'ils ont reçu la ressource publique, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent le train de vie de l'État et finalement, ces Africains de la diaspora ne voient pas les changements nécessaires pour eux. Par exemple, il faudrait que leurs parents aient accès aux mêmes standards de soins que ce qu'ils ont en Europe. Ils voudraient qu'on ait les mêmes infrastructures, qu'on ait à peu près le même cadre de vie. Ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Et là, la question, elle est vraiment fondamentale. De mon humble point de vue, je pense que la solution doit être multilatérale. C'est-à-dire des entités comme la Banque africaine de développement qui ont identifié clairement que l'Afrique a besoin d'un équivalent de 140 milliards de dollars chaque année pour investir dans les infrastructures de l'intégration économique. La BAD peut donc justement chaque année émettre des diaspora bonds et canaliser une partie des transferts de cette diaspora. L'avantage, ce sera que la BAD est une entité fiable, c'est une entité, la Banque africaine de développement, c'est une entité fiable, c'est une entité qui est notée AAA, donc qui rembourse toujours ses dettes, et que les diasporés mettront leur argent sur quelque chose qui développe l'Afrique, mais aussi leur garantit des revenus rentiers sur une période très longue. Bon, je dis ça, mais je sais que pour mettre une chose pareille en place, ça risque d'être très compliqué parce qu'en Afrique, très souvent, les politiques régionales sont toujours freinées par des petites revendications, gatekeeping, comme on dit, des gatekeeping nationales. Alors, Makane Doucouré, vous avez suivi Idriss Lindié, ce qu'il vient d'évoquer. Vous, sur la base de votre expérience, sentez-vous que dans les pays, parce qu'aujourd'hui on peut citer en tout cas une quarantaine de pays au moins dont les ressortissants ont été formés au Maroc, vous êtes à la tête de l'association qui regroupe tous ces lauréats-là, sur la base des retours que vous avez de vos anciens camarades qui se lancent dans l'entrepreneuriat par exemple, quelles sont les réalités? Est-ce qu'il y a des stratégies, des facilités pour leur permettre de rapidement passer à la création d'entreprises par exemple? Oui, on a des retours presque, on va dire, très intéressants d'une manière générale dans les politiques mises en place par nos gouvernants concernant cette facilitation de mettre en place les structures par rapport au guichet unique. Il y a toute une politique presque dans tous les pays capable d'attirer la diaspora d'une manière générale et surtout les lauréats qui ont été formés d'une manière générale dans le monde de revenir dans leur pays. Mais il faut reconnaître que cela ne veut pas dire qu'il y a un impact dans l'ouverture de ces structures-là. Parce que, oui, créer une société, mettre en place la structure nécessite quand même d'avoir un modèle de business plan. Bon, moi je dirais beaucoup plus, c'est les investissements réalisés par ces pays, surtout en termes d'infrastructure, en termes de financement, voilà, la problématique du financement, et surtout en termes de formation qui va permettre à ce que ces entreprises deviennent, on a dit tout à l'heure,
des entreprises à forte valeur ajoutée. Je peux prendre le cas, par exemple, que nous subissons, on va dire, ici au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Il y a une dizaine d'années, il a été mis en place une politique nationale, on va dire une stratégie nationale d'intégration de la diaspora, on va dire, migrante ici. Cette diaspora économique qui a été formée, mais la première décision qui a été prise à l'issue de la mise en place, c'est la régularisation, par exemple, de toute cette diaspora qui était en situation, par exemple, irrégulière. Donc, en ayant une carte de séjour, ça a permis à ce que cette diaspora essaye d'aller vers l'auto-entrepreneuriat, être en place pour être intégrés dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, ils ont été dans les métiers, on va dire, dans le salariat, dans les métiers, on va dire, du secteur tertiaire, mais il y a également beaucoup qui se sont orientés vers des secteurs à forte valeur ajoutée en termes de technologie et surtout la création des start-up, des sociétés pour mettre en place des business models. Donc, c'est toute cette politique-là, quand on voyage, on aimerait que les États calquent un peu ce modèle marocain qui permet de mettre en place vraiment des politiques en faveur, on va dire, l'insertion socio-professionnelle de cette diaspora. Et au-delà de l'aspect économique, il y a tout cet aspect environnemental qui tourne autour de la vie d'une personne, que ce soit là où ces enfants vont être scolarisés, que ce soit en cas de maladie pour être soignés. Nous voyons ici au Maroc tout ce cadre-là, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la prise en charge, le secteur administratif qui est développé dans le sens d'être au service de cette diaspora-là pour faciliter ces petites barrières qui découragent au fond. Donc, moi, je pense que par expérience, avec les lauréats, le retour que nous avons, effectivement, c'est que oui, il y a des politiques, mais il faudrait derrière une volonté politique vraiment de mettre en place tous ces outils-là pour favoriser le transfert de fonds et tous ces investissements dans les secteurs en Afrique. Alors, il y a aussi lieu de voir si cette politique d'attractivité envers cette diaspora-là a porté ses fruits, mais surtout aussi, quel est le ressenti de cette diaspora qui est revenue investir au pays. Au Maroc, ici, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ces MRE qui ont fait le pari de revenir, qui ont investi, ont-ils gagné au change? Ont-ils été déçus? Quel est leur ressenti? Qu'est-ce qui peut être dit à ce moment-là? J'aimerais d'abord préciser une chose, qu'il ne faut pas idéaliser le diaspora, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des cadres, des ingénieurs, des médecins, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la précarité, dans l'exploitation, qui sont des saisonnières, ou des travailleurs temporaires. Oui. Et pour ces gens-là, le premier objectif de partir vers l'Europe, c'est de gagner leur vie. C'est le survie, on peut dire. Ils gagnent un peu d'argent qu'ils envoient à leur famille et grâce à cet argent-là, la famille peut vivre, éduquer leurs enfants, va voir le médecin et ainsi de suite. Il y a une autre part de diaspora, ce sont les ingénieurs, ce sont les médecins, ce sont les professeurs, ce sont les techniciens du numérique et le reste. Mais comme je viens de le dire, tous les rapports officiels marocains tiennent à préciser que l'apport économique de cette diaspora se résume dans les transferts qui apportent de devises pour le Maroc et qui allègent un peu le balance de paiement. Sans parler de ce qu'on a parlé tout à l'heure. L'aspect socio-économique pour leur famille. Et ça renvoie aussi à une autre question, c'est-à-dire à préciser une autre chose, c'est-à-dire que les investissements qui ne dépassent pas les 20 millions de centimes, c'est-à-dire 20 000 euros, jusqu'à 100 millions de centimes marocains,
les gens peuvent investir, peuvent risquer, mais au-delà de cette somme-là, ça devient plus compliqué vu les contraintes qu'on a parlé tout à l'heure, les contraintes bureaucratiques, administratives, au niveau d'infrastructures, au niveau de mentalité et le reste. D'ailleurs, ces gens-là aiment bien épargner ou faire des petites investissements qui sont à 100% garantis et qui ne posent pas de problème. Mais les grands secteurs, c'est-à-dire le numérique, les énergies renouvelables, on ne va pas trouver... Il y a certains ingénieurs marocains, il y a certains professeurs qui essayent de créer des PME un peu qui vont dans ce sens-là, qui font apporter aussi un vrai savoir-faire. Il ne faut pas oublier que la contribution de diaspora ne se résume pas qu'à l'argent. Il y a aussi un savoir-faire, il y a aussi un réseau international, il y a des relations qui s'établissent entre le nord et le sud ou le sud-sud-sud. Donc, mais l'impact de cette part-là de diaspora reste très limité. Et le problème, c'est que malgré les mesures prises, malgré les programmes pris, on sent qu'il y a un certain retard dans l'exploitation, dans faire bénéficier... La valorisation, oui, c'est ça ce que je cherchais, le mot que je cherche, la valorisation de cette contribution-là. Et tout, c'est une question de politique publique. Je vois. Comment l'État conçoive cette diaspora, quel rôle attribuer à cette diaspora. Donc, la solution, c'est une politique publique bien claire, intégrante, qui est transversale. Ouais, qui permet en tout cas de faciliter cette quête d'investissement, parce qu'il faut le dire que ces diasporas-là sont à la recherche d'investissement. Alors, Idriss Lingé, vous qui suivez bien l'actualité africaine, vous avez parlé du cas du Sénégal avec cette politique de charme de séduction envers cette diaspora. Alors, parlons des diaspora bonds. D'abord, qu'entend-on par diaspora bond? Pouvez-vous nous l'expliquer plus facilement, Idriss Lingé? Bon, déjà, il faut savoir que les bonds, c'est en fait des obligations. Les obligations, c'est des titres que les États émettent en disant « je te donne ce papier ». Et c'est la preuve que je te dois de l'argent, je te rembourserai à telle échéance. Habituellement, les États les émettent sur des marchés qui sont investis par des entités américaines, européennes, chinoises, japonaises. Et on appelle ça des eurobonds quand c'est en Europe, des dollars bonds ou des panda bonds, ça dépend. Et quand on dit diaspora bonds, c'est donc des titres que l'État émet sur le marché international en disant à ses ressortissants, bah, je vous en prie, prenez ce bout de papier qui veut dire que je vous dois de l'argent. Donnez-moi vos ressources en euros. Je vais développer ça et je vous rembourserai à un moment précis. Alors, est-ce que vous sentez que cette diaspora est disposée aujourd'hui à faciliter la quête de ces diaspora bonds? C'est une question extrêmement essentielle. L'intervenant précédent a expliquer le cadre global, mais c'est un objectif idéal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà au niveau des pays, il faut qu'on arrête de recevoir les transferts de la diaspora de manière désagrégée. C'est-à-dire que Omar Baldé, il est là où il est au Maroc et puis il envoie 2 ou 3 centimes à sa famille. Moi-même, j'envoie de l'argent à ma famille. Ce n'est pas très productif, ce type d'envoi. Et d'ailleurs, parce que ce type d'envoi intervient comme ça, très souvent, les ressources utilisées sont malheureusement utilisées dans la consommation, laquelle consommation dépend des produits importés. Donc, en réalité, si on veut voir les transferts nets en comparant entre les transferts et la consommation, on se rend compte que la plupart de ce que les pays africains reçoivent, notamment des pays comme le Nigeria ou encore des pays comme l'Égypte, sont consommés sur des produits importés ou bien fabriqués ailleurs. Donc l'idéal serait en effet que les pays puissent se structurer, et pour ça, comme on le dit, on l'a tous dit, il faudrait que les pays suscite une espèce de confiance vis-à-vis de cette diaspora. Parce que n'oubliez pas que la diaspora ne transfère pas
toujours les ressources dans un cadre stratégique. Ils sont très peu nombreux, ceux qui transfèrent des ressources avec le but de créer une vraie entreprise. La preuve, dans tous les pays africains, les tycoons de l'investissement, ce ne sont pas forcément des gens de la diaspora, c'est très souvent des locaux. Et d'ailleurs, les gars de la diaspora, quand ils arrivent, la compétition est rude. Mais pour que ça puisse marcher, il faut que les gouvernements créent le capital confiance. Or, comme vous le savez, notamment pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, très souvent, une bonne partie de la diaspora est extrêmement opposée aux dirigeants de leur pays. Ils n'envoient l'argent que qui est nécessaire à leur famille de pouvoir survivre dans cet environnement, entre guillemets, qui est très critiqué. Et donc, effectivement, il y a des efforts à faire au niveau politique et progressivement en termes d'initiatives économiques. Bon, en tout cas, c'est à suivre. Alors, Makane Doucouré, vous êtes dans le monde du business. Aujourd'hui, si dans le cas de votre pays ou bien d'autres pays, des diaspora bonds sont lancés, serez-vous disposé à y contribuer en tant qu'entrepreneur? Mais bien sûr, tout à l'heure, j'ai posé la problématique du financement. Effectivement, il faudrait aussi poser la question de comment utiliser ces diaspora bonds pour permettre, bien sûr, à assainir vraiment cet environnement qui nous permet d'investir. Moi, je dirais la problématique à notre niveau, on a vu les chiffres tout à l'heure, en termes de transfert d'argent, la diaspora est ouverte d'une manière générale à transférer surtout ceux qui ont ce patriotisme un peu économique africain. Moi, je concentrerai beaucoup plus sur la mobilité des personnes. Comment faire revenir d'abord cette diaspora pour venir découvrir les potentialités que regorgent nos nations. Nous avons d'abord ce problème. Comment attirer avec des politiques publiques très attrayantes qui permettent à cette diaspora déjà de s'installer d'une part. Et d'autre part, comment s'organiser sur le plan national à recevoir ces investissements, bien sûr financiers, mais aussi en termes de transfert de compétences. On voit ça beaucoup plus dans le domaine, par exemple, de la santé. Nous, ici au Maroc, nous avons vu comment est-ce que le Maroc a formé beaucoup de spécialistes dans le domaine, par exemple, de neurochirurgie, des spécialités de pointe au niveau de la médecine. Le retour de ces personnes, ils avaient des perspectives pour y rester, mais tous ces médecins, en repartant, ils sont confrontés à des réalités que nos pays n'arrivent pas à investir dans le plateau technique pour permettre à mieux exercer leur... Donc, c'est beaucoup plus l'environnement, parce que le mécanisme que M. Idriss vient d'expliquer, effectivement, c'est un mécanisme qui permet de lever des fonds dans un cadre beaucoup plus structuré, parce que les États qui émettent ces obligations permettent à ce que, effectivement, allègent aussi leur balance de paiement. Mais le plus important, nous, au sein de notre association, c'est ce que nous faisons généralement, la sensibilisation, voilà, de l'importance de cette migration intracontinentale qui permettent de capter les valeurs de la ZLECAf de demain, et ensuite mettre l'accent, bien sûr, sur les politiques publiques, encourager tout le temps à aller vers la bonne gouvernance, à aller vers les investissements attrayants dans les infrastructures qui permettent à ce que cette diaspora, bien sûr, je suis d'avis qu'il faut que cette diaspora, par exemple ici au Maroc, on essaye de nous organiser dans un sens où on pourra lever, bien sûr, des fonds facilement pour permettre à ce qu'on mette en place des projets structurants au niveau de notre continent. En tout cas, c'est à suivre. Peut-être un dernier tour de table, hein, que je commence avec Hassan Bentaleb. Alors, Hassan, on voit aujourd'hui l'ensemble de ces points. Vous avez évoqué surtout les aspects sociaux et économiques. Quand on résume de façon générale les politiques économiques destinées à cette diaspora dans le cas du Maroc, selon vous, les perspectives, qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Ben, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais avant d'évoquer cette question-là, j'aimerais bien réagir à la question de migration, de retour de ce diaspora. J'aimerais bien qu'on doit au moins éviter un piège ici conceptuel, parce que cette migration de retour, c'est un concept européen. Dans la littérature de l'OIM ou de l'Union européenne, on parle trop de migration de retour. On est d'accord si cette migration de retour est de libre choix, je suis tout à fait d'accord. Mais la tendance européenne au mondial maintenant, c'est de chercher un main-d'œuvre docile, flexible et moins cher qu'on peut licencier à n'importe quel tant qu'on veut. C'est-à-dire, il y a une précarisation de cette main-d'œuvre. Et je crois que l'un des entrées de solutions envers cette diaspora-là, parce que tout à l'heure, on n'a parlé que de la contribution, mais on n'a pas parlé des conditions de travail, les conditions de vie, les conditions des séjours de cette diaspora africaine qui souffre de beaucoup de choses, de stigmatisation, de discrimination et ainsi de suite. Donc, il faut que nos pays africains donnent plus d'importance à ces aspects-là, juridiques, sociaux, parce que ces gens-là, ils travaillent beaucoup de temps en Europe, ils se trouvent sans ressources, sans pensions sociaux, etc., etc. Donc, pour moi, il me paraît très clair que, puisque ces gens contribuent fortement à l'économie de notre continent, ils font que, au moins, qu'ils ont la protection de leurs États. Ça, c'est essentiel pour garder cette confiance, pour garder ce lien entre les pays de départ et cette diaspora résidant à l'étranger. Et je parle de cette... je souligne ce mot-là de confiance parce qu'il est très, très important. C'est vrai que, à la parenthèse de Covid-19, il paraît que cette confiance, elle existe, puisqu'il y a beaucoup de transferts qui ont été faits et tout ça. Mais il faut renforcer cette confiance-là, renforcer ce lien entre les... D'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, que maintenant, on est aux 4e, 5e génération de diaspora. Et les liens entre cette génération et leur pays d'origine, c'est pas la même que leurs parents. Oui, en tout cas, c'est justement une question importante. Hein. Je vous redonne la parole, Makan Doucouré. Vous, comment voyez-vous ces perspectives par rapport à ces politiques de la diaspora, mais surtout, pensez-vous que, je prends le cas des Marocains qui ont étudié, des étrangers qui ont étudié au Maroc, pensez-vous qu'on est dans une logique d'investir davantage dans son pays d'origine ou plutôt dans une logique d'aller ailleurs, tenter une vie de diaspora, en termes de diaspora de façon continue? Bon, pour l'expérience du Maroc, longtemps, effectivement, était considéré comme un point de passage pour intégrer de l'autre côté de la Méditerranée. Mais avec la montée du populisme, avec un peu la croissance économique qui est presque stagnante dans ces pays-là, a donné une nouvelle perspective à cette diaspora africaine ici au Maroc. Il faut reconnaître également, comme je disais tout à l'heure, avec cette politique, cette stratégie d'intégrer la diaspora africaine ici au Maroc, a fait aujourd'hui le Maroc un pays d'accueil. Donc nous, au niveau de la diaspora, nous ressentons, quand on finit nos études, moi je suis un exemple parfait, en 2012, j'ai créé ma société, c'est effectivement pour capter cette valeur, puisque je considère que c'est une diaspora formée, une diaspora qui a un fort potentiel, mais avec tous les investissements, l'écosystème qui existe ici au Maroc, dans tout ce qui est incubation en termes de projets, dans tout ce qui est l'intégration aujourd'hui des enfants dans le tissu éducatif du Maroc, tout ça, j'ai parlé de la santé, permet aujourd'hui d'avoir une diaspora qui s'oriente vers les investissements ici au Maroc. Ces investissements sont généralement liés vers l'entrepreneuriat, vers les économies qui mettent en liaison également nos pays avec le Maroc, mais également
on essaye de voir cette diaspora qui essaye, comme les lauréats, qui deviennent des acteurs de diplomatie parallèle pour permettre à ce que le Maroc, l'intégration panafricaine, on va dire Maroc, soit une réalité. Alors, en tout cas, ce que vous venez de dire est important et d'ailleurs c'est sur ça que je vais terminer assez rapidement, en moins d'1 minute, Idriss Lindsey. Aujourd'hui, on parle trop souvent de cette diaspora africaine établie hors du continent. Quelle perspective voyez-vous pour cette diaspora africaine en Afrique, justement? Non, comme une fois de plus, je dis, tout dépendra des politiques publiques qui sont mises en place. Et puis, il faut dire, Omar Baldé, qu'on parle beaucoup de diaspora africaine. On oublie, par exemple, aujourd'hui qu'il existe en Afrique une diaspora chinoise qui contribue à ce que la Chine pompe énormément d'argent parce que c'est cette diaspora chinoise qui vend les produits venus de Chine, c'est eux qui fournissent des renseignements sur les opportunités dans nos pays africains. Et aujourd'hui, vous avez une grosse diaspora chinoise dont on ne parle presque jamais parce que tout le monde pense que ça fait partie du décor, y compris la diaspora indienne qui est très présente en Afrique. Non, je pense qu'il faut vraiment que l'Afrique ait une vraie communication vis-à-vis de sa diaspora, que la diaspora ne se sente pas abandonnée et qu'elle n'ait pas des stratégies de survie ou des stratégies de subsistance. Ça, c'est pas quelque chose qu'on pourra régler d'ici demain, mais en attendant, une chose qui est constante, c'est que je continue de penser que ce que le Maroc est parvenu à faire, c'est quelque chose qui est déjà bien à identifier et à recopier et même à améliorer, mais aussi suivre ce que Sonko au Sénégal a essayé de faire cette fois en réunissant la diaspora et en leur disant, s'il vous plaît, prenez ces bouts de papier, ça représente la dette que j'ai vis-à-vis de vous, j'ai besoin de votre argent pour développer votre pays. Je pense que si on parvient à développer le Sénégal, cette diaspora sénégalaise sera plus que contente de rentrer dans un Sénégal pour lequel ils ont contribué au développement. Et là, on va assister à un changement de paradigme. En tout cas, un changement de paradigme attendu. Merci à vous, Idriss Lindsey. Je rappelle que vous êtes le directeur de rédaction de Média Mania. Vous nous parliez donc depuis Cotonou. Merci également à Hassan Bentaleb, journaliste spécialiste de la migration, donc au quotidien Libération. Merci également à Makan Doucouré, président de l'association des lauréats étrangers du Maroc. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Éco-débat, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet sur l'actualité économique africaine. Bonne suite de programme sur Média.